que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Présidentielle au Brésil, Lula devance Jair Bolsonaro de 5 points, un second tour aura lieu donc le 30 octobre, donc Lula le candidat de centre-gauche et Jair Bolsonaro président sortant d'extrême droite. Il y avait la question de est-ce que Lula va gagner au premier tour, ça n'a pas été le cas, ça a même, le résultat est même plutôt décevant par rapport à ce qu'avaient annoncé les sondages, qui avaient annoncé un écart beaucoup plus important entre les deux candidats. Évidemment l'extrême droite ils sont contents, hein. Nous avons vaincu les mensonges des sondages, a déclaré le président d'extrême droite. Nous avons vaincu les mensonges alors que bon, Bolsonaro disait que le Covid ça pouvait transformer en crocodile, bref. Bolsonaro reprend la stratégie utilisée par Donald Trump lors de la dernière élection états-unienne, dénoncer une fraude à venir en attaquant le système d'urne électronique en vigueur depuis 96 et distiller le poison des fausses nouvelles tout en n'excluant pas un coup d'état. Yes. D'ailleurs, c'est ce que je me disais, les États-Unis sont passés, je pense, pas très loin d'un coup d'état avec l'assaut sur le Capitole. Est-ce que les institutions brésiliennes seront aussi solide face à une éventuelle tentative de coup d'état de Bolsonaro, ce qui est pas à exclure, hein, c'est l'extrême droite. Lula porte un discours sur le retour au bonheur, sur le rejet de la haine, des divisions et des fractures, bref, des aspects sombres représentés par Bolsonaro. Discours après une politique d'extrême droite et un président d'extrême droite qui divise le pays, de dire je suis le président de la réconciliation, ça me paraît assez logique. On a quand même une campagne qui est plus à droite pour Lula, qui va essayer d'aller chercher des électeurs un petit peu partout, genre au centre notamment, voilà, c'est pour ça que je disais centre-gauche tout à l'heure, parce que j'aurais peut-être pas dit si je parlais de Lula d'il y a quelques années. Après je me dis, on avait déjà vu ça il y a quelques temps en Hongrie, hein. Il y avait une candidature commune contre Viktor Orban, bon ça n'avait pas fonctionné en Hongrie, on va dire que ça a fonctionné au Brésil. Liz Truss, la première ministre britannique, qui a démissionné, qui a rage quit, record de non-longévité, 45 jours seulement au pouvoir au Royaume-Uni. Donc elle a vu l'enterrement de Elisabeth II, quand même, qui est la souveraine qui a régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni, c'est la première ministre qui a duré le moins longtemps. Elle était aussi plus impopulaire que jamais dans l'opinion, et elle avait dû abandonner son programme économique après un humiliant renoncement aux baisses d'impôts, alors que chez nous, comment ça, on peut pas suivre notre programme, prend ce 49.3, voilà. Cette semaine, la première ministre avait déjà été obligée de remplacer son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng. L'histoire de Kwasi Kwarteng, c'était après cette histoire des impôts, là, elle voulait supprimer les impôts pour les plus riches, en gros. Finalement, elle a reculé, et elle a fait sauter son ministre des Finances pour pas avoir démissionné elle, bon ça leur a fait tenir quelques jours de plus, hein. Est-ce qu'on parlerait pas de nos amis anglais, qui comme d'habitude nous offrent un spectacle croustillant, avec un nouveau changement de Premier ministre, qui est de droite, hein, je sais pas si ça vous surprendra peut-être. Donc c'est Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre. À 42 ans, ce richissime ex-banquier au parcours typique de l'élite britannique devient le plus jeune chef de gouvernement, mais aussi le premier d'origine indienne. Ses grands-parents y ont vécu au Pendjab, une région du nord de l'Inde, avant l'indépendance en 47 de ce pays. Donc il y aura aussi un banquier à la tête des roast beef. Mais non, mais Macron, c'est pas un banquier. Macron, il a quasiment rien sur son compte en banque. Sur la gestion de l'après-Brexit, l'ancien ministre partisan de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne s'est prononcé favorablement au projet de Liz Truss, qui consiste à abandonner une large partie du protocole nord-irlandais. On en avait parlé, hein, ce protocole, ça a été assez compliqué à négocier. Ça consistait à essayer de gérer le fait que l'Irlande du Nord a un accord avec la République d'Irlande, qui n'est pas de frontière entre les deux États, et donc il y a un protocole extrêmement compliqué qui a été négocié. Le protocole nord-irlandais qui pose beaucoup de problèmes politiquement en Irlande du Nord, et qui cause des tensions entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Il y a un problème aussi, c'est que Liz Truss, elle a gagné plein d'argent en étant juste 44 jours au ministère. Malgré ses 44 jours au 10 Downing Street, Liz Truss pourrait toucher 130 000 € par an en tant qu'ancienne première ministre, rapporte le Figaro. 44 jours dont 10 jours de deuil national, et aussi des jours où elle s'est barrée, hein. Il y a plein de moments où les gens savaient pas où elle était. Blocage des raffineries, on peut tenir encore très longtemps comme ça. La raffinerie Normandie et du groupe Total Energy, à quelques encablures du Havre, est à l'arrêt depuis plus d'une semaine. Résultat d'une grève entamée le 27 septembre et reconduite chaque jour depuis pour obtenir une hausse des salaires de 10% face à la cavalcade de l'inflation. Ce qui est assez incroyable avec cette grève, c'est que ça a été très peu médiatisé la semaine dernière, alors que c'est quand même une grève assez importante. Moi j'ai appris pendant le week-end qu'il y avait cette grève, alors que bon c'est quand même pas rien non plus, hein, c'est pas 3 personnes. Et en plus, l'angle médiatique c'est la pénurie d'essence, c'est pas la grève. Et en fait, si vous arrêtez au titre, vous savez toujours pas qu'il y a une grève alors qu'il y a quand même une grève, hein. On a le point rapport de force. Ça fait longtemps que j'ai pas lu du rapport de force. Alors que les grèves essaiment dans les entreprises et que la bataille pour la réforme des retraites se prépare, les raffineries peuvent-elles être le fer de lance d'un mouvement social d'ampleur? Ça c'est un chapeau comme on les aime. Avec une inflation qui galope, des salaires qui n'augmentent pas et une réforme des retraites qui couve, les conditions sont réunies pour qu'une grève générale éclate dans le pays, estime le coordinateur CGT Total Energy. Ah bah c'est pour ça que c'est pas si médiatisé, bah voilà. Et là faut aller chercher l'actualité, hein. Là l'info que c'est un moyen de déclencher une grève générale et de faire pression sur le gouvernement,
L'info, elle n'est pas dans France Info, là. Après 21 jours de grève dans nos raffineries où elle n'a pas été partie prenante, la CFDT annonce la signature de l'accord salarial 2023. La CFDT qui a pas fait grève, mais qui signe l'accord proposé suite à la grève, quand même. La CFDT, une seconde après le début de la grève. Bon, je pense qu'on a assez fait grève. Maintenant, il va falloir trouver une porte de sortie. Les employeurs ont proposé une augmentation de 5 centimes sur le salaire. Je pense que c'est plus que suffisant, c'est plus que généreux. Elisabeth Borne. Le gouvernement appelle à la responsabilité pour dialoguer. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Pénurie de carburant en direct vers une journée de grève interprofessionnelle le 18 octobre. Donc bravo, bravo Elisabeth Borne. Hein. Je pense qu'on veut tous féliciter notre première ministre Elisabeth Borne. Mais pourquoi pas le 16? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, le 16 c'est un dimanche, donc bizarre pour une grève. Ensuite, dans les traditions syndicales françaises, les syndicats et les partis politiques font pas trop ce genre de truc de défiler ensemble. Les syndicats ont annoncé dès le départ qu'ils participeraient pas à la marche du 16. Ponctuellement, les politiciens peuvent venir soutenir la grève ou dire qu'il faut soutenir la grève et ils vont pas lancer eux-mêmes des appels à la grève. Il y a des pays où c'est pas comme ça, hein. Des pays où les syndicats et les partis politiques sont très liés, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en Allemagne, où là les syndicats sont beaucoup plus liés aux partis politiques, mais chez nous c'est pas trop la culture politique. Le conflit social se poursuit aujourd'hui donc chez Esso ExxonMobil. Il y a eu déjà des premières réquisitions de salariés dans ces entrepôts. Comment on réquisitionne des gens en menace d'amende, de licenciement? Oui, c'est ça, c'est risque d'amende et même de prison, hein. C'est les gendarmes qui viennent directement chez le salarié en disant bonjour, bah allez au travail, vous êtes réquisitionné. C'est jusqu'à 6 mois de prison, hein, ces refus de réquisition. Et 100 000 € d'amende. C'est pas anticonstitutionnel, alors on en parlait hier matin, il y a déjà eu des précédents de réquisition hein, dans des raffineries, Sarkozy l'avait fait et ça avait été validé. Comment il justifiait ça? C'était de dire les ambulances et les voitures de police, elles ont besoin d'essence pour rouler, c'est des services publics, donc la grève dans les raffineries, ça met en péril la continuité des services publics, donc c'est justifié pour faire des réquisitions. C'est ce qu'avait dit Sarkozy en 2010 et ça avait fonctionné à ce moment-là. Mais l'OIT avait tapé sur les doigts de la France en disant c'est pas normal, c'est contre le droit de grève, préférez la concertation plutôt que les réquisitions. Mais bon, c'est pas contraignant ce que dit l'OIT, donc voilà. Manifestation pour les salaires, on sera bientôt plus nombreux. Les chiffres de mobilisation tels qu'ils ont été annoncés par le ministère de l'Intérieur restent modestes. 13 000 personnes ont défilé à Paris et 107 000 dans toute la France. Là où la CGT en a compté 70 000 à Paris et 300 000 en tout. Alors la journée de mardi, effectivement, a pas mobilisé de ouf au-delà des secteurs qui étaient déjà en grève et qui sont en grève habituellement. La toile de fond, c'est l'augmentation du coût de la vie qui va bien plus vite que celle des salaires. Selon la DARES, le service statistique du ministère du Travail, le salaire mensuel des salariés a augmenté de 3,1% en moyenne sur un an, alors que l'inflation atteint 5,6% sur la même période. Ce qui est intéressant, c'est que l'inflation en France, elle est très faible, c'est parmi les plus faibles en Europe. Hein. Cependant, le salaire augmente très lentement, y compris comparativement à d'autres pays. Mais les macronistes vont vous dire oui, on est parmi les pays qui ont la plus petite inflation d'Europe, ce qui est vrai, mais ils prennent pas en compte l'augmentation des salaires qui est pas suffisante en fait. Ingrid qui travaille à l'université de Nanterre. Mon espoir, c'est qu'entre la manifestation de dimanche et celle d'aujourd'hui, il se passe un peu la même chose que sur le plan politique entre la présidentielle et les législatives. La gauche a repris du poil de la bête et il faut maintenant que ça se retranscrive dans la rue, confie-t-elle. Voilà un moment que cette espérance assumée n'avait pas percé aussi franchement dans les manifestations qui se sont succédées depuis la pandémie de 2020, où l'affluence a été généralement faible et dans lesquelles le ton était généralement un brin désabusé. Je pense que c'est vrai, c'est intéressant ça de parler de la pandémie parce que il y a un peu un espèce de non-dit de toute cette période de confinement, mais ça, je pense, un petit peu délité les liens sociaux qu'il y avait pu avoir, et un petit peu déprimé les gens, hein, notamment dans les mobilisations. Il y a un petit peu une sorte d'apathie qu'il y avait eu après cette période.